Bienvenue à ce webinaire. Au nom des experts Accélère en commerce international de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire de la série Rencontres internationales des jardins. Et le thème d'aujourd'hui porte sur comment bien choisir sa plateforme e-commerce pour les marchés internationaux. Permettez-moi tout d'abord de remercier notre partenaire, Développement économique Canada pour les régions du Québec, pour son soutien à l'ensemble des activités de notre service en commerce international, ainsi que notre commanditaire en titre Desjardins qui a rendu cet événement possible. Donc, je me présente. Mon nom est Dina Mansour. Je suis conseillère au développement des marchés internationaux à la Chambre. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de modérer ce webinaire avec M. Nabil Tayeb, fondateur de l'agence Wild Web, donc qui va développer sur le sujet. Par rapport aux fonctions de l'événement, donc avant de vous commencer, je vous invite à vous familiariser un peu avec la plateforme. Donc, il y a un sondage qu'on vous invite à faire afin que M. Tayeb puisse avoir une idée un peu de vos intérêts afin de personnaliser sa conférence. Et donc, par rapport aux outils que vous avez, donc vous avez une boîte Q&A qui est située au centre de votre écran tout en bas. Donc, je vous demande de poser vos questions ici, si jamais vous en avez, et non pas dans le chat box et non pas avec la fonction main levée. On va prendre toutes les questions à la fin de la conférence. Puis, si jamais vous avez des problèmes techniques ou même des commentaires, cela, vous pouvez l'écrire dans le chat qui est à droite. Donc, si vous voulez nous dire quoi que ce soit, on a quelqu'un aussi avec nous si jamais vous avez des problèmes de son, des problèmes techniques, etc. Donc, quelqu'un qui va être là pour vous assister en privé. Donc, j'aimerais aussi mentionner que le webinaire d'aujourd'hui est enregistré et qu'il va être publié sur notre page que nous allons vous inscrire aussi dans le chat box sous peu. Comme ça, si jamais vous manquez des bouts, vous pouvez revenir le revoir. Et nous allons aussi vous envoyer la présentation par courriel demain dans un courriel de suivi. Alors, avant de commencer, je vais vous présenter notre conférencier d'aujourd'hui. Alors, M. Nabil Tayeb est le fondateur de l'agence Wild Web. Donc, l'agence Wild Web, elle est basée sur l'analyse de données sur l'Internet. Il s'occupe principalement de la stratégie d'implantation d'e-commerce en B2B et B2C au Canada comme à l'international. Ils ont d'ailleurs des clients situés en Amérique du Nord, donc Canada, États-Unis, en France, ainsi qu'au Moyen-Orient. Et M. Tayeb, c'est un entrepreneur qui est impliqué aussi dans la création de plusieurs startups et se spécialise dans les stratégies d'acquisition de clients. Donc, M. Tayeb, le plancher est à vous. Et je vais juste vous faire… Vous pouvez commencer. Parfait. Messieurs, dames, bonjour. Merci tout d'abord de me recevoir chez vous ce matin et puis de me prêter votre oreille. Donc voilà, moi je suis le fondateur, comme Nina vous l'a mentionné, je suis le fondateur de la société Wild Web. On est une agence digitale qui s'occupe principalement de e-commerce et de stratégie digitale. On fait aussi l'implantation, la gestion de campagne et tout ça. Donc ça, c'était la partie self-promotion, donc ça c'est fait. Et on va rentrer directement dans le sujet qui nous amène aujourd'hui, c'est comment bien choisir sa plateforme de e-commerce pour les marchés internationaux. J'ai voulu choisir ce sujet parce que c'est quelque chose que vous avez, c'est une question que vous êtes déjà posée sûrement dans les derniers mois, et si vous n'avez pas posé cette question, c'est quelque chose qui va arriver dans les prochaines semaines, prochains mois, parce qu'on a effectivement beaucoup de changements et il va falloir utiliser des stratégies efficaces pour aller développer ses ventes en ligne et entre autres à l'international. Donc, la première, aujourd'hui, je vais faire ça en deux parties. J'aimerais bien faire une petite remise en contexte du e-commerce, où est-ce qu'on en est et puis où est-ce qu'on en est à cause du Covid.
Alors, apparemment, vous n'avez pas ma caméra. Je vais vous donner, je vais afficher ma caméra. Voilà. Donc, maintenant, vous voyez. Alors, donc, comme je vous disais, j'aimerais bien faire une remise en contexte tout d'abord concernant le e-commerce et ce qui s'est passé avec le Covid. Et ensuite, on parlera un peu plus des considérations à prendre en compte au moment de choisir une plateforme, surtout si vous voulez vous développer à l'international. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, le e-commerce était, quoi qu'il arrive, en croissance. Donc, ça, c'est des statistiques de l'année 2019. On voit clairement que qu'on a une croissance à deux chiffres dans le monde entier. Quoi qu'il en soit, l'Asie Pacifique, Moyen-Orient, Amérique latine sont les pays avec les zones du monde avec les plus fortes croissances. Euh, à savoir que dans ces régions du monde, la croissance se fait principalement sur mobile. Mais on voit que, par exemple, l'Europe occidentale, l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Est ont une croissance qui est en dessous de la moyenne. Donc, on pourrait penser qu'effectivement, dans le cas de l'Amérique du Nord ou de l'Europe occidentale, on va se trouver dans des marchés qui sont saturés et qui sont matures et que la possibilité de croissance n'est pas forcément là. Et on va se rendre compte que, par exemple, si on regarde le marché américain, on était en 2019, on était à peu près à 16% de pénétration dans tout ce qui est vente en retail. Donc, 16% des ventes des transactions se font en ligne. Donc, on avait une croissance, mais une croissance limitée, et on a une pénétration qui est aussi limitée. Donc, déjà, avant le Covid-19, on avait déjà une certaine marge de progression qui était à disposition pour aller faire du e-commerce. Mais là, ce qui s'est passé les dernières semaines et les derniers mois, c'est un point d'inflexion majeur. Donc, on n'a pas encore des données définitives sur les chiffres et sur la pénétration, mais on peut imaginer que 2020 va être un tournant majeur pour le e-commerce. Donc là, par exemple, si on regarde un peu les statistiques depuis le 1er mars jusqu'au 1er mai, on est à une moyenne de croissance en termes de revenus, d'environ 87%. Donc, c'est énorme. On parle de deux chiffres, on parle dans les dernières semaines, on a des taux de croissance journaliers qui peuvent aller quasiment à 200%. Donc, on est vraiment dans on va dire, un mini cataclysme pour tout ce qui est e-commerce. À savoir aussi que tous les métriques qui sont liés au e-commerce aujourd'hui sont dans le vert, à part une peut-être, je reviendrai dessus, mais les revenus sont en hausse, les retours sur les dépenses publicitaires sont en hausse, pareil, avec des croissances à deux chiffres. Les coûts par clic, donc c'est les coûts qu'on va payer pour afficher une pub. En tout cas, quand quelqu'un clique sur une publicité qu'on a pu afficher sur une des plateformes publicitaires, les coûts par clic sont en baisse. Alors, la baisse est due principalement au fait qu'au départ du confinement, beaucoup d'entreprises, dues à l'incertitude, ont arrêté de faire de la publicité en ligne. Donc, moins de compétiteurs en ligne, donc les prix ont baissé. Il faut s'attendre à une croissance des coûts publicitaires d'ici la fin de l'année et il faut s'attendre à une croissance très forte des coûts publicitaires dans les prochaines années parce que effectivement, un très grand nombre d'entreprises qui n'avaient pas de stratégie en ligne ou qui n'affichaient pas de publicité en ligne vont se décider à le faire.
Comme je disais, le seul métrique qui est en dessous de la moyenne aujourd'hui et le seul métrique qui est en dessous de la moyenne aujourd'hui, c'est le taux de clic. Les gens passent effectivement beaucoup plus de temps devant leur écran, mais cliquent beaucoup moins de pubs que ce qu'ils pouvaient faire auparavant. Mais on va dire, vu que le temps a augmenté, même si le taux de clic a baissé, on a un effet positif global sur la, sur les résultats du e-commerce. Je voulais m'arrêter rapidement sur quelque chose sur un phénomène aussi qui est apparu pendant cette crise. Ce sont tous les services de souscription. Donc les services de souscription, ça peut être un service comme Good Food qui va vous livrer des boîtes de plats à cuisiner chaque semaine, ou une entreprise qui va vous livrer des lames de rasoir. C'était un secteur qui était assez, on va dire, en crise ces dernières années, parce que les gens avaient quand même du mal à embarquer sur des services de souscription, sur des services à long terme, et il n'y avait pas forcément une habitude qui était créée autour de ça. Ce dont on se rend compte, c'est qu'on a une croissance de plus de 200% sur les services de souscription. C'est quelque chose de très nouveau et qui est sûrement là pour rester, parce que les utilisateurs ont besoin de se sécuriser aujourd'hui en termes d'approvisionnement. Il y a eu un peu de côté achat panique au début, et aujourd'hui, on a sur certains produits, on va vouloir avoir la simplicité de recevoir le produit chaque semaine. Donc ça, c'est quelque chose aussi à prendre en compte quand vous allez mettre en place votre stratégie pour aller sur un nouveau marché, parce que les services de souscription sont assez efficaces pour fidéliser les clients sur le long terme. Très forte croissance sur énormément de domaines, mais décroissance sur plusieurs niches. Donc, il faut se rendre compte qu'on est dans une situation qui est transitoire et qui est excessivement instable. Donc, aujourd'hui, on peut voir, par exemple, on a 670% d'augmentation sur les gants jetables, 650% sur les machines à pain. Est-ce que c'est quelque chose qui va durer? Non. Par contre, d'autres produits vont les remplacer. Aujourd'hui, par exemple, les bagages sont en forte décroissance, les caméras, les maillots de bain, mais on va se rendre compte que plus on va se rapprocher d'une certaine normalisation, certains produits vont profiter d'une certaine croissance et d'autres vont décroître. Donc, c'est vraiment aussi important aussi dans votre stratégie de comprendre le micro est bloqué. Alors, excusez-moi, j'ai un petit message. Ah non, ok. Concernant les produits que vous allez pouvoir proposer, il faut prendre en compte toutes ces croissances et le fait qu'il va y avoir beaucoup de changements dans les prochains jours, prochaines semaines. Quand je vous parle d'instabilité, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. Par exemple, hier, il y a Facebook qui a annoncé qu'il lançait une nouvelle plateforme qui s'appelle Shops, qui va permettre à tous les petits revendeurs de pouvoir ouvrir un magasin directement sur Facebook. Hier, on a vu aussi Amazon qui abandonnait sa plateforme Jet, qui était censée entrer en compétition avec Amazon. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent en ce moment, et ce qui est vrai aujourd'hui ne va pas l'être forcément demain.
Donc, maintenant, si on en vient un peu plus si on regarde un peu plus les plateformes. Donc, si on regarde le marché américain en 2019, oui, en 2020, 2019, 2020 était d'à peu près 420 milliards de dollars. Euh, donc, c'est un marché qui est excessivement consolidé. Quand je dis consolidé, c'est-à-dire qu'à peu près 10 acteurs, non, 10 acteurs font à peu près 60% des ventes sur le marché américain, ce qui est énorme. On a donc Amazon qui va être en première position, euh, qui va représenter quasiment 40% du marché. Donc, c'est une emprise sur le marché qui est sans aucune mesure. Si on regarde, Amazon représente plus de ventes que tous ses compétiteurs, que les 9 compétiteurs suivants. Et il faut voir aussi un autre aspect, c'est que environ plus de 50% des ventes aux États-Unis se font sur des marketplaces. Ok. Donc là, j'ai pris l'exemple des États-Unis parce que c'est un pays sur lequel on a des données assez précises. Il va y avoir des différences en fonction des marchés que vous allez toucher, mais en tout cas, ça nous donne une bonne idée un peu de d'où se font les ventes en e-commerce. Amazon, euh, Amazon, Walmart, eBay, Wayfair, Target sont des marketplaces. Donc, on va voir que Walmart vend des produits qu'il va sourcer lui-même, mais aussi à une partie de sa plateforme e-commerce qui propose un marketplace. Donc ça, c'est vraiment important à prendre en compte parce que ça va nous guider sur où vendre les produits. Donc, je veux un des premiers choix qui va être un peu plus high level, c'est le choix entre est-ce que je vais sur un marketplace ou est-ce que je vais sur un e-commerce. Ok. Donc le marketplace a 3 acteurs principaux qui vont être l'acheteur, le vendeur et le marketplace. Dans le e-commerce, on va avoir 2 acteurs principaux qui vont être le vendeur et l'acheteur. Donc, de là découlent des différences assez importantes. En termes de trafic, le marketplace va générer du trafic pour vous. Donc, ce trafic-là, vous n'avez pas à le générer. Alors qu'en e-commerce, on va devoir générer du trafic et une partie importante de ce trafic est payant. Quand je vous dis payant, même si vous faites du référencement SEO, vous avez dû payer en amont quelqu'un pour développer une stratégie SEO, pour créer du contenu, pour poster des blogs et faire du SEO technique. Donc, le trafic est principalement payant quand on va avoir son e-commerce en propre. La différence aussi qu'on va avoir, c'est qu'en e-commerce, on possède son trafic, donc on en est principalement responsable. Donc, c'est un signe d'indépendance qu'il faut prendre en compte. En termes de marketing, le marketplace va gérer principalement toutes les activités marketing et on va avoir une activité marketing à l'intérieur du marketplace qui va être assez limitée et qui va se limiter principalement à se démarquer des autres vendeurs sur le marketplace. Alors que dans le e-commerce, on a la capacité de générer de l'image de marque. Comme toutes les actions marketing sont à la charge du revendeur, on va pouvoir faire du storytelling autour de sa marque et développer une relation spéciale avec ses clients. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, surtout si vous avez
Si vous vendez des produits qui sont plus du côté des commodités, qui sont plus reconnus pour leur fonctionnalité, le marketplace peut-être est plus adapté. En e-commerce, si vous avez besoin de développer de l'image de marque autour de votre produit, l'e-commerce vous donne plus cette possibilité. Donc, sur tout ce qui est logistique aussi, on va prendre principalement la logistique qui va être à la charge du marketplace et qui va partiellement, en tout cas, gérer tout ce qui est inventaire et gérer tout ce qui est logistique. Alors qu'en e-commerce, on va devoir le gérer en interne. Il y a toujours possibilité d'externaliser cet aspect-là, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte, surtout quand on va toucher des marchés internationaux, parce qu'on va devoir sûrement avoir des opérations logistiques au moins d'une manière limitée sur un autre territoire. Donc, est-ce qu'on va utiliser des sous-traitants pour pouvoir stocker et faire les envois des produits, gérer les retours? C'est une vraie question à se poser parce que vous avez besoin de régler le problème logistique très tôt dans votre stratégie. En termes de technologie, donc si on va sur du marketplace, on est totalement out of the box. Donc on est sur une plateforme technique qui existe déjà. On n'a absolument pas accès au code, on n'a pas de possibilité de personnalisation. Donc c'est vraiment très simple de cet aspect-là. Quand on est sur du e-commerce, on a une nécessité d'avoir de faire du développement, de faire de la maintenance qu'on n'aura pas quand on est sur un marketplace. Par contre, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir avoir une expérience qui va être 100% personnalisable tant qu'en termes d'expérience client, en termes de tunnel d'achat. Donc ça, c'est vraiment important si vous voulez créer des tunnels d'achat un peu plus compliqués que simplement vendre un produit basé sur son prix ou sa fonctionnalité. Les coûts. Alors, les coûts là, les chiffres que je vous donne aujourd'hui, là, ils sont vraiment grossiers. Il faut vraiment aller dans le détail. Mais ce qu'on peut voir, c'est que un marketplace peut vous facturer entre de 8 à 45% de commissions sur vos ventes. Etsy, eBay vont être plus dans la marge des 8-9%. Une plateforme comme Amazon peut aller jusqu'à 45%. La commission plus ou moins normale chez Amazon va se trouver autour des 15%, mais ça peut effectivement aller jusqu'à 45%. Donc, c'est quelque chose à vraiment prendre en compte. Et il faut prendre aussi en compte les coûts logistiques. Donc, si vous utilisez, par exemple, du Fulfilled by Amazon, donc c'est-à-dire que Amazon gère toute votre logistique, les envois, l'emballage, les retours, il va y avoir un coût associé à ça et qu'il faut rajouter quand on va faire ces calculs de profitabilité. Sur le e-commerce, on va avoir des coûts qui vont être un peu différents, qui vont être le développement de la plateforme, la maintenance de la plateforme. On va avoir des processeurs de paiement qui vont être aux alentours de 3%. Et il faut aussi prendre en compte que pour le e-commerce, comme je l'ai dit tout à l'heure, on doit générer son trafic. Donc, pour générer son trafic, on va devoir attirer notre clientèle cible. Donc, on va avoir un coût d'acquisition qui va être associé à chaque vente. Donc, ce coût d'acquisition, dans certains cas, peut s'avérer très élevé dans des marchés très compétitifs ou si on a des campagnes, une stratégie qui ne sont pas forcément optimisées. Donc, si vous devez faire le choix du marketplace, il faut savoir qu'il y a beaucoup de marketplaces différents dans le monde. Et en fonction de la région du monde où vous allez aller, c'est important d'aller identifier les marketplaces qui sont les plus pertinents pour vous. Donc, aux États-Unis et puis dans nombre d'autres pays, on va pouvoir aller sur Amazon.
Par contre, si vous allez au Japon, un marketplace comme PayPay Mall, qui est géré par Yahoo, sera peut-être plus pertinent. Il va falloir aussi regarder le type de produit qu'on va vendre sur le marketplace. On a des marketplaces généralistes, mais on a des marketplaces aussi qui vont être plus spécifiques. Par exemple, des marketplaces du type Etsy ou Best Buy. Best Buy vendent des électroniques. S'ils ne vendent pas d'électronique, ce n'est pas forcément le meilleur endroit pour aller vendre vos produits. Ce qu'il faut regarder aussi, c'est la dernière colonne de ce tableau, c'est les visites par mois. On se rend compte qu'Amazon génère environ 5,7 milliards de visites par mois. C'est énorme. Vous n'allez clairement pas avoir 5,7 milliards de visites sur votre page produit. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on a déjà un volume de trafic conséquent quand on va utiliser du marketplace. Et ça, c'est très intéressant quand on va ouvrir un nouveau marché. Parce que quand on ouvre un nouveau marché, on n'a pas forcément des listes d'emails, on n'a pas forcément du trafic qui est généré. Et un marketplace nous permet de l'avoir très, très rapidement et entre autres de tester le marché si possible. Si on décide de regarder par exemple plus la partie e-commerce, donc dans la partie e-commerce, on a une omniprésence et une forte croissance des plateformes qui vont être hébergées. Donc les plateformes hébergées sont des plateformes du type Shopify, Wix ou Squarespace, qui vont être des plateformes où on va pouvoir avoir accès à un site web, en tout cas la structure quasiment faite à 100%. Et on va juste pouvoir ajouter un thème dessus et puis changer les couleurs et changer l'apparence, on va dire. Mais on va avoir une plateforme qui est quasiment clé en main. Et ça a ses avantages, ses inconvénients, surtout quand on a des tunnels d'achat un peu plus compliqués, quand on veut scaler à très haut niveau. Shopify offre une option enterprise, mais ça reste toujours différent que d'avoir sa propre solution. On va avoir des solutions self-hosted qui vont être du type WooCommerce, Magento, PrestaShop. Donc là, on va passer à quelque chose qui va être un peu différent, parce qu'on passe sur du open source. Donc sur le open source nous permet de customiser, d'avoir accès au code et de pouvoir customiser totalement le code à nos besoins et la plateforme à nos besoins. Donc, l'avantage, c'est d'avoir une grande flexibilité. On peut facilement faire des intégrations avec d'autres outils et c'est très évolutif. La difficulté avec ça, c'est qu'on va devoir… on a besoin d'un certain nombre de compétences techniques, de gestion de la maintenance et les coûts de développement peuvent s'avérer coûteux. Donc, comme exemple, pour ce type de plateforme, vous avez WooCommerce, Magento, PrestaShop. Et donc là, comme je disais, on va cibler principalement où c'est des plateformes qui sont le plus adaptées à des PME ou à des grandes entreprises. Alors que tout ce qui est hébergé, donc ça va être du SaaS, du Software as a Service, donc on va devoir payer une mensualité pour pouvoir avoir accès à la plateforme. Donc, une très grosse partie du back-end de toutes les fonctionnalités techniques vont déjà exister, vont déjà être codées par le fournisseur. Donc, ça nous offre une solution technique clé en main. On peut avoir une mise en œuvre très rapide on peut lancer un site techniquement quasiment dans la même journée et c'est peu coûteux. Un abonnement chez Shopify commence à 29 $ par mois si je ne me trompe pas. Donc c'est très abordable. L'un des principaux problèmes, c'est qu'on ne va pas avoir de propriété intellectuelle sur sa plateforme. On ne va pas pouvoir personnaliser sa plateforme autant qu'on le souhaiterait, surtout d'un point de vue technique. Parfois, on va utiliser des langages ou des codes propriétaires, donc
où on va avoir plus de difficultés à trouver des développeurs pour ce type de langage. Et ensuite, c'est des plateformes qui fonctionnent, qui fonctionnent avec un type de App Store qui vont parfois s'avérer très coûteuses quand on va mettre toutes les applications bout à bout. Donc, on a comme exemple BigCommerce, Shopify, Squarespace et autres. Donc là, on va s'adresser à des entreprises de toute taille. Comme je l'ai dit, Shopify offre une version entreprise, donc avec des fonctionnalités un peu plus avancées, mais on reste quand même assez loin de ce qui se fait pour d'autres plateformes. J'ai vu que vous pouvez voir aussi, Dina a partagé les résultats du sondage si vous voulez les voir un peu pour voir un peu qui regarde le webinaire ce matin. Un aspect aussi critique que vous allez devoir prendre en compte quand vous allez faire votre stratégie pour aller à l'international, c'est la disponibilité des méthodes de paiement. Donc, est-ce qu'on va avoir des méthodes de paiement qui vont être adaptées et disponibles pour les marchés locaux? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, au Canada, on paye principalement par carte de crédit ou PayPal, mais principalement par carte de crédit. Mais si vous allez ouvrir un marché par exemple comme la Hollande, les consommateurs payent principalement avec du direct débit. Si c'est l'Allemagne, vous allez payer par bank transfer dans une partie assez importante. Donc, c'est quelque chose vraiment à prendre en compte parce on peut très souvent avoir des réflexes de juste copier-coller ce qu'on fait en termes de processeur de paiement. Et il y a vraiment des particularités pour chaque pays. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. S'assurer qu'on a la possibilité d'avoir des devises locales lors du processus de paiement. Donc, on a un taux d'abandon très, très, très élevé quand on n'a pas une devise locale sur un site web. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut… avant, on pouvait encore s'en accommoder. Aujourd'hui, il va y avoir tellement de compétition qu'il faut vraiment être capable d'offrir une expérience dans la devise locale et aussi la transaction dans la devise locale. On a très souvent eu des cas jusqu'à maintenant. Shopify par exemple, une des limitations dans le passé, c'était qu'on pouvait pas, on pouvait afficher le prix dans plusieurs devises, mais on ne pouvait pas faire la transaction dans plusieurs devises différentes. Donc ça crée des taux de perte assez élevés. Donc, on va aussi avoir des frais de transaction en fonction des pays. Donc, les frais de transaction peuvent varier énormément d'un pays à l'autre et en fonction d'une méthode de paiement à l'autre. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte très rapidement parce que ça va avoir un effet assez important sur votre profitabilité. Donc après, protection contre la fraude en fonction des pays, en fonction des marchés, on va avoir différents types de fraude. Donc, il va falloir s'assurer qu'on ait un processeur de paiement qui soit adapté à ces problématiques-là. Et les frais de conversion. Donc, les frais de conversion, on va arriver à… Il faut comprendre que si vous faites des transactions dans différentes devises, vous allez avoir des montants qui vont être dans vos processeurs de paiement, qui vont être dans différentes devises. Il faut savoir qu'après, vous allez vouloir le changer vers votre devise principale. Certaines plateformes, par exemple, ne vous permettent pas de faire cette conversion-là.
ou vous permettent de faire cette conversion à l'intérieur de cette plateforme et ne vous permettent pas donc de devoir payer à la plateforme directement le taux de change, alors que d'autres plateformes vous permettent d'encaisser vos revenus dans la devise que vous souhaitez. Donc ça peut aussi avoir un impact assez important quand vous allez arriver à, à calculer aussi votre profitabilité, parce que les taux de change peuvent avoir un impact assez important. Donc là, on a touché quelques points. On a vraiment 30 minutes, donc c'est vraiment très, très rapide pour vraiment discuter de tous les détails de ce que vous pouvez faire en e-commerce et surtout comment développer votre plateforme. Moi, ce que je vous invite, je vous invite à poser des questions maintenant. Je suis disponible pour vous. Dina m'a dit qu'on avait 15 minutes de questions. S'il y a plus de questions, je pourrais rester un peu plus longtemps. Ou sinon, vous avez mon email dans les slides. Si vous voulez m'envoyer un petit message avec une question, ça me fera plaisir de vous répondre. Parfait. Merci beaucoup, M. Taïeb. Donc, nous avons déjà reçu quelques questions. Je vois quelqu'un qui a une main levée, donc on ne va pas prendre les mains levées, mais je vous invite à l'écrire dans la boîte Q&A. Alors, on a une première question de Farha Assafoui. Elle dit « Je ne comprends pas lorsque vous dites qu'on n'a pas de propriété intellectuelle sur les sites hébergés. Voulez-vous dire que notre contenu est réutilisable à souhait par d'autres? » Non, c'est pas exactement ça, mais c'est que votre plateforme ne vous appartient, votre plateforme ne vous appartient pas à partir du moment où vous arrêtez. Donc, toute la technologie derrière ne vous appartient pas. À partir du moment où vous arrêtez de payer votre redevance mensuelle, vous ne pouvez pas prendre votre code et l'amener ailleurs pour l'installer sur une autre plateforme. Il va falloir redévelopper votre plateforme vous-même avec un code propriétaire. Parfait. Donc, une autre question de Stéphanie Baudry. Elle demande, est-ce qu'un de ces processeurs de paiement, lorsqu'une vente se fait dans une autre devise, peut être mis en lien avec un compte dans cette devise au Canada? Je sais que PayPal peut le faire avec Global Payment pour le dollar américain, mais je me questionne pour les autres systèmes. Oui, effectivement. Alors, il y a des politiques assez différentes en fonction des processeurs de paiement. PayPal, dans certains cas, ne va pas vous laisser déposer dans la devise, dans une devise différente sur un compte dans un autre pays. Donc, c'est-à-dire que si vous avez votre compte au Canada, PayPal, dans certains cas, ne va vous laisser déposer l'argent qu'en dollars canadiens. Et on va devoir passer par d'autres méthodes. Dans certains cas, certaines personnes vont utiliser des méthodes patch, on va dire, comme TransferWise ou des choses comme ça. Après, c'est vrai que quand on commence à générer un certain volume de chiffre d'affaires, une des possibilités, entre autres, c'est d'avoir une mini-entité dans le pays avec un compte dans le pays. Parfait. On a une autre question de Kevin Cancel qui dit Shopify permet-il maintenant de payer dans plusieurs devises? Y a-t-il une alternative plus rapide que Stripe pour les paiements par carte bancaire? Alors, Shopify, je sais que sur le compte entreprise, maintenant, il y a la possibilité de faire la transaction sous plusieurs devises. Il faudrait que je me renseigne pour le compte perso, parce que moi, je ne m'occupe pas forcément des processeurs de paiement. Mais c'est vrai que c'est assez problématique. On a un taux d'abandon assez fort. La deuxième partie de la question, c'était de Kevin. Pardon. La deuxième partie de la question de Kevin. Oui, c'était… y a-t-il une alternative plus rapide que Stripe pour les paiements par carte bancaire? Alors, c'est vrai que Stripe aujourd'hui est devenu omniprésent.
C'est vraiment un des processeurs de paiement de référence qu'on va retrouver même au niveau international dans le e-commerce. Il y a des alternatives. Est-ce qu'il y a des alternatives qui sont mieux que Stripe? En fait, on évolue. Tout à évaluer en fonction du volume d'affaires qu'on va faire, le volume d'affaires qu'on va faire en fonction des différentes devises qu'on va avoir. Donc, il n'y a pas une réponse fixe en termes de mieux ou de moins bien. Mais après, Stripe reste quand même un très bon outil. Parfait. On a une autre question. Quelqu'un qui dit bonjour. Est-ce que toutes les plateformes de paiement effectuent le filtrage des noms contre les listes de sanctions canadiennes et américaines? Alors, ça, il faut le regarder plateforme par plateforme. C'est vrai qu'il y a il y a différentes plateformes qui vont avoir des listes de filtrage spécifiques. Ça, c'est vraiment aller voir dans les termes et conditions de chaque plateforme, surtout si c'est spécifique à votre industrie, c'est critique pour votre industrie, c'est d'aller voir un peu quelle méthodologie ils vont utiliser en termes de filtrage. Parfait. Nabil, est-ce qu'il faudrait avoir une plateforme différente par pays? Alors, en fait, ça revient vraiment à ce dont on a parlé tout à l'heure. Ça revient à la stratégie. Idéalement, on aimerait bien avoir une certaine continuité, utiliser les mêmes plateformes, les mêmes plateformes en fonction des pays. Mais comme il y a des spécificités, on va devoir peut-être, par exemple, sur un marché différent, utiliser une plateforme différente ou se tourner vers du marketplace. Ça peut arriver, par exemple, dans des stratégies de transition, c'est de dire, par exemple, je vends au Canada à travers un e-commerce et puis je décide de tester le marché au Mexique au travers d'Amazon et puis de faire ça pendant quelques mois, quelques années pour évaluer mon marché. Mais idéalement, en termes de gestion, de maintenance et de continuité dans l'expérience de l'utilisateur, c'est toujours mieux d'avoir des plateformes unifiées. Parfait. On a une autre question de Gilles Daï. Puis je vois quelqu'un qui vient de lever la main. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez l'écrire, votre question dans le Q&A, on va pouvoir la prendre. Merci. Donc, Gilles Daï se demande, pouvez-vous éventuellement nous en dire plus sur Shopee, le marketplace qui permet d'être présent sur le marché sud-est asiatique? Peut-on opérer un compte sur ce marketplace en étant au Canada ou en Europe? Alors, je connais pas exactement les termes et conditions sur Shopee. Je sais que il y a quand même plusieurs marchés, plusieurs marketplaces vraiment spécifiques pour le sud-est asiatique. Nous, c'est pas forcément les marchés dans lesquels on opère. Il y a vraiment des termes et conditions vraiment différentes pour chacun d'entre eux. Moi, je vous invite vraiment à regarder, mais je me renseignerai là-dessus. Et puis, si vous voulez, vous pouvez m'envoyer un mail et puis je peux faire un petit follow-up avec vous là-dessus. OK. Puis Gilles Daïd fait juste une petite précision. Donc, il se demande finalement, ça serait quoi le meilleur outil pour attaquer le marché vietnamien? Alors, pour le marché vietnamien, donc c'est pas forcément un marché avec lequel moi je suis familier. On peut regarder ce qu'on fait, soit en France, soit aux États-Unis, soit au Canada, soit sur certains marchés au Moyen-Orient. Euh, il faudrait que je fasse une petite recherche pour voir s'il y a un marketplace au Vietnam. Mais nous, la manière dont on aborde les nouveaux marchés, c'est qu'on va vraiment regarder à partir du data, regarder quelles sont les habitudes des consommateurs là-bas. Donc, il faut vraiment faire une recherche spécifique, c'est de dire, OK, est-ce qu'on fait
du curbside pick-up. Donc, c'est-à-dire, par exemple, du e-commerce où les gens achètent en ligne et puis vont récupérer directement dans le magasin physique. Quelles sont les méthodes de paiement? Par exemple, quelle est la pénétration des comptes PayPal ou des cartes de crédit? Donc, nous, ce qu'on fait, c'est une analyse comme ça. Et on va regarder aussi, voilà, si on a un marketplace qui est prédominant dans ce marché-là, ou si on a des sites de e-commerce qui sont représentatifs du marché pour essayer de comprendre un peu la logique des transactions et du e-commerce dans un pays spécifique. Donc, je n'ai pas la réponse spécifique pour le Vietnam parce que ce n'est pas un marché sur lequel je me suis focusé. Mais après, il y a quand même une méthodologie à avoir pour savoir comment développer ses ventes dans un nouveau pays. Mais merci beaucoup, Monsieur Taïb. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes maintenant à la fin du webinaire. Je vois qu'il y a quand même quelques questions qui se sont aussi ajoutées. Donc, nous allons clôturer, mais ceux qui veulent rester plus longtemps pour les questions supplémentaires, vous pouvez rester. Donc, avant de clôturer, je voulais juste mentionner à tout le monde, donc, vous avez reçu ou vous allez recevoir en quittant automatiquement un sondage. Ce serait bien apprécié si vous pouvez prendre 5 minutes ou même moins pour le remplir. Ça va nous aider à nous améliorer et prendre de vos idées pour des futurs webinaires. Ne manquez pas aussi notre prochaine rencontre internationale des jardins qui aura lieu mercredi prochain à la même heure. Cette fois-ci, elle va être en anglais sur le transport maritime et aérien des marchandises avec M. Christian Sivière. Et demain, nous avons aussi le Café Export, donc rendez-vous tous les jeudis à 10 heures pour vous tenir au courant des actualités internationales. Finalement, donc, je tenais à vous dire que la Chambre a lancé pour vous un service de consultation pendant la crise gratuite dans lequel vous pouvez nous poser vos questions et on peut vous accompagner aussi pour des questions d'analyse de marché à l'international. Je vais vous envoyer plus de détails par courriel demain. Et mais je voulais aussi, encore une fois, remercier nos partenaires, Développement économique Canada pour les régions du Québec, ainsi que Desjardins Entreprises pour leur support et pour avoir rendu ce webinaire possible. Et merci aussi, M. Taïeb. Merci à vous, merci à la Chambre de commerce pour cette opportunité. J'espère que ça vous a été utile. Comme je vous ai dit, si vous avez des questions, je pense que vous verrez mon email au début du webinaire, c'est nabil@wildweb.ca. Si vous avez des questions, des précisions, n'hésitez pas à envoyer moi un petit message, ça me fera plaisir de vous répondre. Je ne sais pas comment ça fonctionne là tout de suite, il y a d'autres questions à quelle… Oui, donc ceux qui doivent nous quitter, mais qui aimeraient quand même entendre la période de questions, donc nous vous avons envoyé le lien où la présentation va être disponible en rediffusion. Pour ceux qui veulent rester, donc on peut rester un petit 10 minutes de plus pour vous. Donc, nous allons continuer avec les questions. Donc, on en avait juste quelques-unes. Il y avait Tammy Pépin qui demande quelle est la meilleure solution si on veut avoir un e-commerce en plusieurs langues? Avec Shopify, il y a quelques années, nous avons dû faire des boutiques séparées. Est-ce que c'est toujours le cas? Oui, en fait, Shopify a ce problème-là où on n'a pas encore de version multilangue. C'est un problème parce que la solution qu'ils offrent, c'est un plugin qui n'est pas forcément adapté et flexible. On se retrouve dans le cas de Tami à devoir créer plusieurs boutiques différentes sur des sous-domaines différents. Donc, ce n'est pas forcément super bon pour le SEO et ce n'est pas forcément super bon pour la gestion, même la gestion de stock ou d'inventaire. Donc, c'est vrai que ça reste encore aujourd'hui l'une des problématiques les plus grandes au niveau de la plateforme de Shopify, c'est d'avoir cette capacité d'avoir facilement et avoir une version stable de version multilingue. Je sais que le plugin qui est sur Shopify, qui s'utilise
principalement, c'est Languify, si je me souviens bien du nom. Mais effectivement, c'est un problème. Vous pouvez vous tourner vers des plateformes du type WordPress plus WooCommerce qui vont vous permettre, de développer un site dans des coûts qui sont relativement similaires à ce que vous avez pour du Shopify, mais avec du multilangue, avec QTranslate ou avec WPML qui sont des plugins de multilangue qui sont assez connus et assez solides. Parfait. Donc, je pense que ça répondait à la deuxième question que Mme Pépin demandait. Elle demandait s'il y avait des suggestions d'une autre solution pour vendre à l'international pour ce problème-là. Ok, oui, effectivement, oui, c'est tout dépend en gros des fonctionnalités que vous utilisez principalement sur Shopify, mais c'est vrai que tout ce que vous faites sur Shopify et plus, vous pouvez le faire sur WordPress plus WooCommerce. Peut-être qu'on va dire que c'est peut-être moins user-friendly d'une certaine manière, mais par contre, c'est vrai que pour tout ce qui est gestion de plusieurs langues et même de plusieurs interfaces, donc sur WordPress, vous pouvez avoir des pages qui vont, sur le même site, des pages qui vont être un peu plus spécifiques à un marché qu'à un autre et qui vont s'afficher dynamiquement en termes de contenu en fonction de l'adresse IP de l'utilisateur. C'est assez intéressant. Et donc aussi au niveau de la langue, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facilement gérable. Merci. On a la question de Marc Duchesne qui dit « Est-ce que mes produits doivent être stockés dans un centre de distribution aux États-Unis pour vendre sur Amazon États-Unis? » Alors, vous pouvez faire de la livraison du FBM, faire de la livraison, vous occuper de la livraison directement depuis le Canada vers les États-Unis. Après, c'est clair que donc déjà, vous allez avoir des délais de livraison qui vont être beaucoup plus longs. Vous allez devoir faire toute la documentation transfrontalière si nécessaire à chaque fois que vous allez faire un envoi. Si c'est seulement quelques envois, ça ne pose pas trop de problèmes. Au-dessus d'un certain montant, vous allez devoir produire une certaine documentation et une mise en conformité aussi. Donc, c'est vrai que quand on travaille avec Amazon et en plus du fait d'une certaine rigueur qui demande en termes d'envoi, de suivi d'envoi et de tracking, quand on arrive à un certain volume, c'est toujours plus intéressant d'avoir une entreprise partenaire en termes de logistique aux États-Unis où on va stocker ces produits, les faire envoyer directement de l'entrepôt. Après, il faut toujours comparer les coûts qu'on va avoir avec les coûts qu'on peut avoir sur la plateforme FBA, Fulfilled by Amazon. C'est-à-dire que on peut gagner sur certains aspects, peut-être ça va nous revenir moins cher, mais par exemple, si on a ces produits stockés dans les entrepôts Amazon, on va avoir accès à la fonction Prime et la fonction Prime augmente significativement les volumes de vente. Parfait. On a une dernière question de Kevin Cancel qui dit « Shopify permet-il de générer automatiquement les taux des taxes relatives à chaque pays? Par exemple, la TPS et la TVQ pour mes clients au Québec et la TVA pour les clients en Europe. Ou bien est-ce que je dois les configurer manuellement? » Alors, vous allez les configurer manuellement en fonction de vos pays, mais ça se fait une seule fois en général. Et certains plugins vous permettent de faire ça automatiquement. Mais c'est vrai qu'il faut rentrer ces transactions en fonction ces taux de taxe en fonction de la géolocalisation de votre client final.
Donc, vous allez pouvoir le faire pour le Canada, donc à l'intérieur de la province, en fonction de l'adresse de livraison, de la même manière aux États-Unis. Donc ça, c'est à prendre en compte. Ça aussi à prendre en compte, c'est que, par exemple, aux États-Unis, dans certains États, en dessous de 100 000 dollars, on n'a pas besoin de transactions, on n'a pas besoin de collecter de taxes dans cette zone-là. Par contre, au-dessus d'un certain volume de transactions, au-dessus de 100 000 dollars ou d'un certain nombre de transactions, et c'est différent pour chaque État des États-Unis, on va devoir commencer à collecter les taxes et les envoyer au gouvernement de l'État de l'État spécifique à où ont été faites les transactions. Donc oui, faut le faire manuellement, mais ça reste relativement simple. Et puis après, c'est quelque chose qui perdure dans le temps. Par contre, il faut vraiment regarder, faut vraiment être précis sur sa mise en conformité en fonction des marchés où on va vendre, parce que ça peut être problématique à long terme si vous avez un niveau de vente élevé. OK. Mais merci beaucoup. Donc, ça clôt pour les questions. Donc, merci beaucoup, M. Taïeb, pour votre intervention, vos réponses qui étaient très claires. Je pense que le public a bien apprécié et est resté jusqu'à la toute fin. Donc, je pense que ça a été très utile et très enrichissant. Merci beaucoup. Merci. Donc, je vous souhaite une excellente journée à tous. Bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir.